Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Rue des Écoles. Cette collection accueille des essais, d'un intérêt éditorial certain mais ne pouvant supporter de gros tirages et une diffusion large. La collection Rue des Écoles a pour principe l'édition de tous travaux personnels, venus de tous horizons, historiques, philosophiques, politiques, etc. Déjà paru. Marie-Gabrielle Copin-Barrier, Robert Espagné, Une tragédie oubliée. Une femme de gendarme raconte, 2009. Nazli Sadeghi, Salut le paradis. Une jeune Iranienne dans les labyrinthes de l'Occident, 2009. Gérard Gatineau, 30 ans de bitume ou les tribulations d'un flic du XXe siècle dans un univers hostile, 2009. Denis Pagot, Souvenir d'un marin de la Ve République, 2009. Jean-Louis Aurin, Des champs de blé noir à l'action humanitaire internationale, 1936 à 1986, 2009. Joangerwelleller, Les Retrouvés. Récit 2009. Jean-Claude Trabuc, Comme un jeune arbre qu'on déracine, 2009. Fernand Weber, Malbro s'en va-t-en en guerre, 2009. Hervé Trenka, Algérie 1956. Des ch'tis en Oranie, 2009. Lucien Taupeneau, Un médecin d'hier se souvient. Hippocrate en Bourgogne, 2009. Farid Mebarki, Être maghrébin et policier. La police de l'intérieur, 2009. Gilbert Claude Toussaint, Revenir pour revivre. Algérie 1957,2009. Pauline Abadie-Douce, Graines de rencontre, 2009. Marie Guichard, Un cancer pour deux, 2008. Yves Ranty, Aurore Machemy, Le triomphe de la santé. Tout malade est un bien portant qui s'ignore, 2008. Ceci est mon histoire. À la famille Do Sacramento. Aux familles Lawson, Titus, Faladé, Montanari. À mes petits-enfants. Et à ma chère épouse Brigitte. Avant-propos. Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme Sestuila qui conquit la toison. Et puis est retourné, plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Joachim du Bellay, 1522-1560. Nous voici au premier jour d'avril 2001. J'ai résolu d'ouvrir ce cahier et d'y noter mes pensées au fil des jours. Non, ce n'est pas un poisson d'avril. J'ai tellement de choses à consigner, en me voyant aux portes des 80 ans. Je suis entré dans la catégorie des vieux. Il faut bien l'admettre, même si je ne me sens nullement amoindri, mais au contraire plus serein, moins agité, plus modéré, moins dissolu. Je me souviens de cette prédisposition dans ma jeunesse. J'étais très pieux, influencé par un milieu familial dévot, surtout par mon père qui abrutissait, c'est le mot, le noyau familial d'oraisons jaculatoires, de lecture de la vie des saints, de messes, de méditation, etc. Bref, le fait d'avoir tellement insisté sur la suprématie des préceptes religieux fut, à la longue, un obstacle à ma paix intérieure, et dès que je fus apte à la réflexion, je prenais des notes sur mes lectures, les belles pensées d'écrivains, de philosophes, d'humoristes. Ce n'étaient alors que des périodes d'exaltation, de dédoublement de mon moi. Aujourd'hui, si je regarde en arrière, il y a en moi deux personnes. Il en est sans doute ainsi pour chacun d'entre nous, mais chez moi, ces deux personnalités sont également présentes à part entière avec des périodes où l'une se trouve très exaltée, ignorant l'autre et réciproquement. Mon signe astrologique, celui de la Balance, n'y est sans doute pas étranger. Chaque fois que j'agis, je pense, je parle, je suis sincère avec moi-même, voire exagérément confiant en ce que je fais ou décide. Puis, quand le balancement s'effectue, que la vapeur se renverse avec une cohorte de pensées contraires, je suis capable d'annihiler tout ce qui a été décidé ou même reçu, un commencement de réalisation. Entre ces deux états, il y a l'hésitation. Aujourd'hui cependant, tout est bien différent. J'ai choisi la voie de la maîtrise de soi, celle qui nous met en harmonie avec la nature. J'ai compris que tout acte repose sur l'amour de l'autre, le souci de le comprendre, de sentir et d'accepter sa différence. Si je ferme aujourd'hui les yeux, c'est pour me souvenir comme dans un rêve de la réalité d'hier et ne les rouvrir qu'après avoir revisité toutes ces années derrière moi. Jour de réception des amis afro-brésiliens devant la maison familiale Miguel do Sacramento.
Au premier plan, Ange Miguel, l'auteur en costume marin debout près de sa grand-mère assise. 1848, copie d'acte de baptême de Miguel Antonio do Sacramento. 1882, extrait de mariage de Antonio Miguel do Sacramento et de Heliodora de Souza. 1897, la famille paternelle. Le père de l'auteur se trouve à la droite de sa grand-mère assise au centre de la photo. 1930, première pièce d'identité de l'auteur, NB, il est considéré de race portugaise. 1930, Nitou a 7 ans photographié avant son départ en France. 1933, première communion à Chelles, France. 1931, inauguration de la basilique de Est-Thérèse à Lisieux. Au centre, Nitou et sa famille. 1932, photo de famille à Paris. Au premier plan de gauche à droite, Paula, Nitou, Aimé et la marâtre Coralie et au fond de gauche à droite, Neka, Papa Louis et Ludovic. L'enfant. Lorsque je suis née, diverses bonnes fées se sont penchées sur mon berceau et m'ont fait des cadeaux dont encore à présent je ne cesse de leur rendre grâce. Mais il y avait naturellement en queue de leur cortège, une fée Carabosse qui n'apportait aucune malédiction dans son cabas, qui ne disait rien et qui cependant ricanait doucement en regardant le calendrier. Celui-ci marquait la date du jour, 18 octobre 1922. Et la méchante femelle voyait bien que je tombais au pire moment, soit celui où la société s'apprêtait à changer. À 20 ans, j'allais plonger dans un chaos où la barbarie s'était emparée d'une époque de défaite et de capitulation. C'est un mauvais coup qu'elle m'a porté là et que, j'ose le d'ailleurs, je ne méritais pas. J'étais né pour appartenir malgré la couleur de ma peau à un peuple superbe, chérissant ses gloires, fier de son passé, de son génie propre, de sa culture. Je suis autant attaché à l'âme de la France qu'à mon âme individuelle. En aucun temps je ne lui ai été infidèle, pas même quand je l'envoyais au diable, ce qui m'est arrivé plus d'une fois et qui m'arrive encore maintenant, je l'avoue. Il va de soi que ces imprécations révèlent surtout mon amour. Mais un amour qui ne s'exprime que par des injures, c'est fatigant à la longue, moins pour qui est injurié que pour qui injurie. Mais me direz-vous, vous êtes avant tout africain. Vous ne pouvez le nier. Votre physique en témoigne. En quoi les affaires de la France suscitent-elles en vous tant d'animosité ? Là. Je vous demanderai d'enfermer dans une pièce des enfants nés en divers coins de la planète, de races diverses, n'ayant qu'un seul point commun, celui d'avoir été éduqués ensemble depuis leur premier balbutiement jusqu'à leur âge de raison, dans une même culture, dans une même langue. Interrogez ces enfants sans avoir la possibilité de les voir, de les distinguer. Sauriez-vous dire que tel est de naissance vietnamien, chilien, zoulou ou lapon ? Cela reviendrait à déplorer, d'après vous, qu'un Japonais parle portugais. Mais il parle japonais lorsqu'il est chez lui, au Japon. Il parlera portugais, s'il émigre au Brésil et acquiert la nationalité brésilienne. Et puis, n'ai-je pas appris à l'école, lorsque j'étais jeune au cours élémentaire, que mes ancêtres étaient gaulois ? Ainsi, je m'intéresse à la France parce que je suis français et de culture française. Il n'y a pas de cardinaux, ni de généraux dans ma famille. Ceux-là ont des ancêtres, moi je n'ai que des anciens, ce n'est pas la même chose. Je vous dirai pourquoi, les anciens vieillissent, mais non pas les ancêtres. Je n'ai pas connu mon grand-père paternel. Mon père n'a pas connu le sien, du fait de la spécificité de la généalogie des familles dont les ancêtres ont été déportés comme des marchandises au-delà des mers, et ceci durant plus de 300 ans. Ainsi, grand-père Miguel, né à Penha Bahia au Brésil, n'apporte de son affranchissement d'au-delà de l'océan que les noms de ses propres pères et mères, Tito do Sacramento et Luisa Azevedo, et ceux-ci ne l'ont sans doute acquis que de leur maître, car do Sacramento est un nom à consonance portugaise. Impossible d'aller plus loin parmi mes anciens. Avant ceci, il n'y a plus que le cimetière. Je suis doublement privé d'ancêtres du fait que ma grand-mère paternelle avait aussi des anciens puisque fille d'un affranchi du Brésil, Isidoro de Souza. Je suis donc né ce jour-là dans un pays d'Afrique appelé Dahomey, d'un père africain devenu français et d'une mère africaine restée africaine. Mon grand-père et ma grand-mère étaient brésiliens d'origine africaine. Et moi-même, d'origine africaine et brésilienne, je suis français.
Après tout ce mélange, vous comprendrez pourquoi, je dis que je ne suis pas noir, je ne suis pas blanc. Passer d'une nationalité à une autre, c'est comme passer d'une âme à une autre. On n'oublie pas la précédente bien sûr, il en demeure des traces, des habitudes, des penchants, un vieux patriotisme qui pourtant progressivement se voile. Rien n'est plus facile que d'être un déraciné. On se déracine soi-même sans le vouloir et sans même le savoir. Je suis le fruit de plusieurs nationalités, d'un père qui en pleine guerre mondiale acquiert la nationalité française, après avoir fait toutes ses études en français et œuvré pour l'administration française dans le gouvernement des territoires d'Afrique, alors colonie. Je revois ma prime enfance dans ma famille paternelle car ma mère Maria avait dû me confier, à l'âge de 3 ans, à la grand-mère paternelle. Mon père voulait que sa progéniture soit élevée, à la brésilienne. De vagues souvenirs d'avant mon transfert me reviennent. Cotonou, ma ville natale n'est que sable, beaucoup de sable, des montagnes de sable sur lesquelles je m'amusais avec d'autres enfants de mon âge. Je me souviens aussi du bruit des moulins à maïs alignés sous des abris sordides recouverts de tôles ondulées, supportés par des enchevêtrements de planches de bois, elles-mêmes soutenues par des chevrons mal équarris. Sonnent encore à mes oreilles les rires et les voix haut perchées des femmes noires, larges bassines de grains de maïs en équilibre sur la tête, venues moudre leurs provisions en cet endroit. Je revois encore avec mes yeux de petits garçons ces longues processions de gens qui se dirigent on ne sait où, en suivant un cercueil porté par des hommes, pagnes noués sur les reins. Je me souviens encore d'autres processions d'adultes portant cette fois un crocodile capturé et tué dans la lagune toute proche. D'autres souvenirs plus lointains surgissent des premières années de mon enfance, telle la maison de bois peinte en noir où je suis né et où demeurait mon grand-père maternel. Cette petite cabane au fond de la cour dans laquelle une bassine et un seau remplis d'eau étaient toujours prêtes à accomplir leur office, la douche du matin et du soir. Combien de personnes habitaient cette maisonnette? Je ne pouvais le savoir. J'étais trop jeune et les nombreux va-et-vient caractéristiques des familles africaines étaient trop nombreux. Mon grand-père maternel, le vieux Alfred Monelosson, me gâte énormément. Je suis le premier enfant de sa fille aînée, Maria. Avec lui, j'ai l'impression que je peux faire ce que je veux et je me demande encore comment mes parents paternels ont réussi à m'arracher de Cotonou pour aller vivre à Porto Novo, chez ma grand-mère paternelle. J'ai alors à peine 3 ou 4 ans. Je ne me doute pas que des années vont s'écouler avant que je puisse retrouver mon brave grand-père. À l'époque, la séparation m'est très pénible d'autant plus que, vivant désormais à Porto Novo, elle me prive également de la présence de ma mère, Maria Lawson, que je vois moins souvent qu'à Cotonou je ne voyais que le soir car dans la journée elle était occupée à pourvoir aux besoins alimentaires du foyer. Elle devait se lever tôt le matin pour aller vendre au marché divers articles achetés dans les boutiques européennes ou libanaises de la ville, et ne revenait que tard le soir. C'est la raison pour laquelle le souvenir de ma mère à l'époque demeure moins vif. Elle vient cependant me rendre visite à Porto Novo, et je m'accroche à ses pagnes lorsqu'elle doit partir. Je me suis d'ailleurs maintes fois sauvée de la maison paternelle et bien sûr, chaque fois rattrapée. Porto Novo, où habitait ma famille paternelle, est la capitale administrative du Dahomey. Le nom de cette ville a été donné par un navigateur portugais, lors du trafic négrier au XVIIIe siècle, car sa situation ressemblait à celle de Porto au Portugal. Ce nom lui est resté mais la population autochtone, lorsqu'elle parle de cette ville, lui conserve son nom d'origine, soit Ogbonu, en langue goune qui veut dire le portail du palais, ou Adjaché, mot Yoruba qui veut dire conquise par les Adja, une ethnie située à la frontière sud du Bénin-Togo. C'est là que vont commencer les premiers pas de mon éducation. Je m'aperçois très tôt que celle-ci n'est plus celle dans laquelle j'avais vécu jusqu'à présent. Il faut vivre avec des chaussures. Quelle galère! Moi qui me suis habituée à déambuler pieds nus dans le sable de Cotonou, moi qui ne connaissais pas ce qu'était trottoir ou chaussée, voiture à chevaux, encore moins à moteur. C'est toute une autre vie que j'aborde. Une maison que j'habite désormais avec terrasse, salon, cuisine, décoration sur les murs, meubles divers, lit et même un piano, alors qu'à Cotonou je n'avais rien vu de pareil. Là-bas, la natte par terre faisait office de lit, quelques caisses par-ci par-là étaient les seules garnitures des pièces où l'on ne rentrait que le soir au moment de se coucher. La vie se passait la plupart du temps dehors. C'est vraiment tout autre chose. C'est là que petit à petit, j'apprends l'origine de ma famille paternelle.
Je n'ai alors aucune idée de qui est mon père car je suis entourée de tantes et cousines, d'oncles et de cousins. Allez comprendre à cet âge les subtilités des liens de parenté. Je perçois néanmoins que ma famille fait partie d'une certaine bourgeoisie par le fait que la majorité de la population locale ne vit pas comme elle. Les autres élèves de l'école sont aussi pour la plupart différents par leur apparence et leur comportement. De la terrasse de la maison familiale, je peux voir le clocher et le toit de l'église à une centaine de mètres. L'école de la mission catholique où ma grand-mère va bientôt m'inscrire n'est pas bien loin. Elle est attenante à cette église. C'est là que je vais commencer à apprendre et à lire les premiers b.a.-ba de la langue française. En arrivant à Porto Novo, je ne parle que le mina, un dérivé de la langue accent aigu accent aigu parlée au Togo occidental. Je dois l'abandonner peu à peu pour le yoruba et quelques bribes de portugais qui est surtout la langue de ma grand-mère. Les deux langues sont donc utilisées dans ma famille. De temps en temps, mes tantes, sœurs de mon père qui habitent également la maison, parlent le français, langue officielle du pays, une langue dont à l'époque je ne comprends pas un traître mot. Mon grand-père, Miguel Antonio do Sacramento, qui a construit cette maison est né à Peña Bahia, le 29 septembre 1848. Je ne l'ai pas connu car il est décédé avant ma naissance. Il est venu du Brésil et avait construit cette maison selon le style du pays d'où il venait. Charpentier menuisier de son état, il arrive à Lagos avec un contingent des Afro-Brésiliens à la recherche de leur origine. C'est aux environs des années 1875 à 1880. La langue commune de ces voyageurs, outre le portugais, est le yoruba, langue parlée au sud du Nigeria et à l'est du Dahomey, le Bénin d'aujourd'hui. Mon grand-père Miguel s'installe donc à Lagos, capitale du Nigeria, et en fréquentant d'autres Afro-Brésiliens arrivés quelques années avant lui, il fait la connaissance de Heliodora née en octobre 1865, fille d'Isidoro Ezequiel de Souza, lui-même arrivé du Brésil quelques années auparavant. Heliodora deviendra ma grand-mère. Le 16 novembre 1882, Miguel l'épouse en l'église paroissiale de la Sainte-Croix de Lagos. Il avait 34 ans, elle en avait 17. Le couple afro-brésilien demeure un certain temps au Nigeria anglais, mais est attiré par la vie dans le territoire voisin, administré par la France et où la colonie brésilienne a conservé les coutumes de Bahia, fidélité qui se traduit, avec un esprit de corps très prononcé, par des cérémonies, des fêtes où l'idée religieuse domine. La manière de vivre des Brésiliens affecte peu à peu ce pays, donnant aux autochtones l'envie de vivre comme eux. Plusieurs années après l'arrivée de mes grands-parents à Porto Novo, je me souviens encore du grand respect témoigné à ma grand-mère lors de ces fêtes, lorsqu'un cortège de défilés stationne devant la porte de la maison pour lui rendre hommage. À l'Épiphanie, on promène un bœuf et un âne dans les rues et l'on représente les rois mages venus adorer Jésus nouveau-né, en s'arrêtant devant les demeures des notables afro-brésiliens de la ville. Ce n'est pas une illustration de la Bible, mais des coutumes qui existent encore au Brésil, surtout à Bahia et à Pernambouc. Appelées en langue brésilienne Bumba Meboa ou Burinha, le petit âne, elles se sont perpétuées en Afrique à Porto Novo, à Ouida et à Lagos. Dans mon enfance, il existait dans ces villes africaines des sociétés de Brésiliens baptisées les Agudas par les autochtones qui les enviaient. Les Agudas étaient pour eux assimilables aux Oyibo, blancs en langue yoruba, ou Yovo, en langue mina. La Société afro-brésilienne de Porto Novo célèbre tous les ans, le 3e dimanche qui suit l'Épiphanie, la fête du Senhor do Bonfim, exactement comme à Bahia où est né mon grand-père Miguel. Après la messe, à laquelle assiste la confrérie au complet, un repas est servi composé de plats ancestraux. Feijão comme arroz peixe muqueca bobo de camarao pirao, feijoada, mokoto, etc. Autant d'appellations magiques qui me reviennent en rêve. Le repas est suivi de samba dansé comme à Bahia au son de petits tambours, les pandérettes et de battements de mains rythmés. La veille, le Burinha a fait son apparition dans les rues de la ville accompagné du bœuf et de l'autruche, au bois Eaema. Les officiants chantent en portugais du Brésil de vieilles chansons rapportées d'outre-Atlantique. Miguel Antonio a quitté le Nigeria où il exerçait un commerce à Lagos, dans Taiwo Street. À cette époque, il commerce avec un certain Pereira resté au Brésil. Comme la colonie voisine l'attire,
Il part s'y installer définitivement avec son épouse après la naissance de leur premier enfant, Louis-Hector, mon futur père. Il y achète un terrain en pleine ville à Obada, devenu plus tard la place Jean Bayol. C'est là qu'il construit la maison familiale d'architecture brésilienne. Puis naissent un autre garçon, Milicio, et 3 filles, Mariquinha, Senhorinha et Maximiliana. À chaque naissance, Miguel envoie sa femme accoucher à Lagos où il a gardé de nombreux amis et surtout des beaux-parents pour entourer la parturiente. Ainsi mon père, mes oncles et tantes, nés dans la colonie anglaise du Nigeria, vont grandir dans une colonie française, le Dahomey. À la maison, on parle tantôt portugais, tantôt yoruba et quelquefois un mélange de brésilien et d'anglais ou du français. J'appelle mes tantes Ticia, du portugais tia qui veut dire tante. La tante, celle qui s'occupe de la petite boutique attenante à la maison, c'est Ticia Chopu, de shop boutique en anglais. Une autre tante est dénommée Ticia Eko. Eko est le nom yoruba de la capitale du Nigeria, Lagos. Elle est ainsi appelée car c'est elle qui va régulièrement au Nigeria, soit pour rendre visite aux parents demeurés là-bas, soit pour s'approvisionner en denrées introuvables sur place. Tout ce petit monde fréquente surtout d'autres nouveaux venus du Brésil, les Vieira, les de Campos, les de Souza, les Santos, les da Silva, les Pinto, les da Costa, etc. Toutes ces familles aux modes de vie similaires évoluent parallèlement aux autochtones qui ont d'autres coutumes et pour qui ces agudas sont d'autres oyibos, tant leur style de vie se ressemble. Même vêtements, même casque contre le soleil, même maison en pierre couverte de tôle, et une alimentation différente de la leur. Catholique pratiquant, Miguel Antonio avait été baptisé à Bahia, en la paroisse d'Apeña. Son acte de baptême signé du chanoine vicaire Joao Pinheiro dit ceci. Le 23 décembre 1849 dans la chapelle de Senhor do Bonfim, le révérend Antonio Bandao de Araujo a baptisé avec ma permission et déposé les saintes huiles à Miguel, créole, né le 29 septembre de l'année passée, esclave de Evaristo de Oliveira, dont le parrain Ignacio de Oliveira, célibataire, réside dans la Rua do Passo. Miguel n'était pas français, encore moins un citoyen français, mais comme il avait choisi de vivre dans une colonie française, il inscrit ses enfants à l'école de la mission catholique située à une centaine de mètres de chez lui. Tout indigène né dans une colonie française était alors tout simplement un indigène. Lorsqu'il sortait de l'analphabétisme, il devenait sujet français. C'est ainsi qu'il était officiellement désigné, mais pas un citoyen à part entière de la République. Grand-père Miguel effectuait pour l'administration française locale des travaux d'architecture et de menuiserie, et ses revenus lui permettaient ainsi d'assurer à ses enfants des bonnes conditions de vie et une bonne éducation. Hélas, ce père de famille exemplaire n'aura pas eu la chance de les voir parvenir à l'âge adulte. Son dernier enfant, Maximiliana, est à peine âgé de 4 ans et l'aîné, mon père, a 13 ans, lorsqu'il meurt de maladie inconnue au mois de mai 1896. Il avait à peine 48 ans. Un drame pour la famille. Eliodora, son épouse, suit néanmoins le chemin tracé par son mari, éduquant ses enfants à la brésilienne et leur assurant une instruction à la française. La petite boutique attenante à la maison, où l'on vend des articles achetés à Lagos ou à Cotonou chez des marchands français ou libanais, est la principale source de revenus de la famille. Accessoirement, l'on vend des akaras, beignets de farine d'haricots, ou d'autres fritures confectionnées par l'employé de la maison. Grand-mère avait en effet une servante indigène, une empregada, à laquelle elle avait appris à préparer quelques spécialités brésiliennes fort appréciées de la population locale. Après que l'aîné des enfants, Louis, mon père, eut terminé ses classes en français à la mission catholique de Porto Novo, il est question qu'il ne s'arrête pas là. C'est un prêtre de son école primaire, le père Aupier, qui, au vu de ses excellents résultats scolaires, encourage sa mère à l'envoyer poursuivre des études secondaires. Il n'y a ni collège, ni lycée à Porto Novo. Le petit Louis va donc être envoyé au Sénégal, au lycée Faidherbe de Saint-Louis, avec l'aide de la mission catholique. Petit à petit, ce fils de Brésilien perd son africanité. En revanche, il garde une partie de sa lusitanité puisqu'il conserve un contact épistolaire avec sa mère. À cet âge où se dessine la personnalité, ils se font peu à peu dans la culture française. À la fin de ses études, mon père passe un concours pour entrer dans l'administration française et va de succès en succès.
De simple fonctionnaire à responsable administratif, il devient chef de bureau au secrétariat général du gouvernement de l'Afrique occidentale française à Dakar. La Première Guerre mondiale le trouve donc au Sénégal. La France lève des troupes dans tous les territoires africains occupés. Sans se soucier de leurs origines, elle les appelle toutes, sans exception, les tirailleurs sénégalais. Autant d'hommes qui n'ont pour la plupart connu que leur village, leurs terres et leurs animaux, et qui se voient brutalement rassemblés, attifés d'uniformes et succinctement instruits pour servir de chair à canon. En qualité de cadre supérieur de l'administration française, mon père est aussi mobilisé, mais au titre d'économe de l'hôpital militaire Le Dantec de Dakar. Cette fonction lui permet d'accéder plus facilement au statut de citoyen français. La nationalité française lui est accordée par décret quelques mois après la fin de la guerre, en août 1919. Il va avoir 36 ans et s'est, entre-temps, marié avec une descendante afro-brésilienne, Virginia Pinto, dont il a 2 enfants, mes aînés Paula et Ludovic. La malheureuse ne vit pas longtemps, elle meurt quelques années après la naissance de Ludovic. Mon père poursuit sa carrière administrative française et la termine en qualité de gouverneur par intérim du territoire du Niger, une contrée au nord du Dahomey. Le Niger, à l'époque, est un territoire militaire français administrativement rattaché au Dahomey, et le siège de cette administration se trouve à Zinder. Lorsqu'en 1922 il devient effectivement une colonie française, il est détaché du Dahomey et gouverné à Niamey qui devient la capitale de cette nouvelle colonie. Mon père y emmena une femme qu'il avait séduite lors de ses inspections au Togo, territoire initialement colonisé par l'Allemagne et revenu à la France et à la Grande-Bretagne après la fin de la guerre 1914 à 1918. Tandis que les Anglais rattachent leur partie à leur colonie voisine, la Gold Coast, future Ghana, les Français gardent le Togo autonome sans lien avec le Dahomey. La nouvelle femme de Louis, Maria, est une jeune fille de 20 ans, fille d'Alfred Monet Lawson, cousin du roi d'Aneko Lawson IV. Aneko est une petite cité, centre de la culture Mina, à 30 km de la capitale togolaise Lomé. Celle qui deviendra ma mère ne parle pas français. Elle est née côté britannique du Togo, et le couple communique en anglais. Mon père et ma mère vivent donc à cette époque à Zinder et c'est là que je suis conçue. Mais faute d'équipements sanitaires adaptés, mon père envoie sa femme accoucher à Cotonou mieux organisée et où vit son père. Noir, brésilo-togolo-français, je suis né en 1922, baptisé Ange Miguel et surnommé Nitou. Quelques années après ma naissance, vient au monde mon petit frère Frédéric. À l'époque, mon père songeait à prendre une pré-retraite, ennuyé qu'il était non seulement par les fonctions qu'il exerçait mais aussi, loin de la côte, il se trouvait un peu étranger dans ce milieu musulman. Il démissionne donc de l'administration et s'inscrit à la retraite dans l'idée de s'installer en France métropolitaine. Il est français et veut vivre pleinement sa citoyenneté dans l'Hexagone. À cette époque, peu d'hommes de race noire avant lui étaient parvenus à ce grade dans la fonction publique française, même pas les ressortissants des Antilles qui ne deviendront département français d'outre-mer qu'en 1946. Louis fait alors la connaissance de Henri Marcel, un métis sénégalais de Saint-Louis et crée avec lui, à Paris, un commerce d'import-export de produits tropicaux. C'est ainsi que les premiers produits coloniaux débarquent en métropole. Malheureusement, ma mère ne peut suivre mon père dans ses allées et venues, ce qui peu à peu met fin à leur relation. Le couple doit se séparer. Le divorce de mes parents se déroule sans heurts. Mon père ayant fait durant ses voyages la connaissance d'une sage-femme, métisse du Sénégal du nom de Coralie, ceci facilita beaucoup la séparation de mes parents. Elle devint vite la compagne de Louis qu'il épouse à Paris quelques années plus tard. La profession de Coralie n'étant guère compatible avec celle de mon père, Louis doit peu à peu mettre sa vie active en sourdine. Il avait fait venir à Paris Paula et Ludovic, enfants de son premier mariage, et leur avait trouvé un emploi de secrétaire sténodactylo dans une maison de commerce à Paris. Leurs salaires viennent amplifier les revenus de la famille. Louis décide de faire aussi venir ses enfants de second lit, Nitou et Frédéric. La décision n'est pas facile à prendre, car Coralie qui, elle, n'a pas de progéniture voit cette invasion d'un mauvais œil. Elle accepte pourtant la venue de l'aîné, Nitou. Le sort de Frédéric serait réglé plus tard. Mon petit frère et moi,
étions restés à Porto Novo, et avions reçu la même éducation que nos aînés. Notre grand-mère Eliodora, nommée Vovô, diminutif du mot brésilien avô qui signifie grand-mère, par les enfants de la maison, est une femme adorable, pieuse, travailleuse et bonne éducatrice. Cependant, son éducation à la brésilienne est rigide, avec châtiment corporel s'il le faut. Très souvent, mon frère et moi, mes cousins et cousines avons droit à la chicotte, cravache ou au palmatoire. Je suis cependant le petit chéri de Vovô. Dès ma naissance, j'avais eu droit à un oh que bonito. Oh qu'il est mignon. Ceux qui ne connaissaient pas la langue avaient entendu Yo-Yo Bonitou, qui se transforma vite en Nitou, un surnom qui m'est resté. Mon père étant au Niger et ma mère au Dahomey, seule ma grand-mère paternelle avait fait le voyage Porto Novo-Cotonou pour assister à ma naissance. Baptisé Ange Miguel Gabriel quelques jours plus tard, ma tante Signorina devient ma marraine et son époux mon parrain. À la maison, je ne suis connue que sous le nom de Nitou. D'ailleurs, tous les enfants qui naissent dans la famille reçoivent à la mode brésilienne un appelido, petit nom. Ainsi Frédéric et Donzinho, petit damoiseau. Mes cousines, Neka de Boneca, poupée, Poubian de Pumbinha, petite colombe, ou Dona, maîtresse, un titre honorifique de femme au Brésil. Mon frère et moi sommes toujours bien habillés, à la différence de la plupart des enfants du pays. Notre garde-robe se compose d'habits de dimanche, ceux qui sont réservés pour la messe ou les sorties, visites aux familles amies et d'autre part ceux que nous devons porter les jours de semaine pour aller à l'école. Quand nous restons à la maison, d'autres culottes, celles-ci déjà usagées et maillots légers constituent la plupart du temps, sans oublier les sandales de maison, notre apparence ordinaire. Moi qui ai eu l'habitude de marcher pieds nus à Cotonou, une fois la porte de la maison franchie pour me rendre à l'école, je suis très souvent pieds nus, accrochant mes chaussures à mon cou à l'aide des lacets. Au début de mon séjour à Porto Novo, cette habitude devient constante et ne cesse qu'après un événement que je ne peux oublier. À l'occasion de la fête de la Sainte Jeanne d'Arc, la première que je passe à Porto Novo, je fais partie du défilé organisé par la communauté catholique. Une jeune fille à cheval représentant la Sainte est en tête du cortège portant l'étendard, et les enfants de la mission suivent. Derrière la jeune fille montée sur un âne qui conduit la foule à travers la ville, mes chaussures sont pesantes. Fatiguée par leur lourdeur, là aussi je retire mes chaussures et les porte à la main en enroulant les lacets autour d'un de mes poignets si bien que, de retour à la maison, il ne me reste plus qu'un pied de la paire du brodequin tout neuf que Vovô venait de m'acheter et bien entendu ce qui devait arriver, arrive. J'ai droit à la chicotte et suis privée de dessert. J'avais remarqué trop tard que de ma main ne pendait plus qu'un pied de la chaussure. Je viens d'avoir 7 ans, et mon père que je ne connais pas encore avait fait les démarches pour que je le rejoigne. S'il n'avait jamais apparu pendant mon séjour dans la maison familiale de Porto Novo, c'est qu'il était occupé en France par sa nouvelle vie de commerçant. Voyager de France vers l'Afrique supposait toute une expédition à l'époque. Il n'y avait que le bateau qui prenait 2 à 3 semaines avant d'accomplir le trajet France-Dahomey. Cela n'empêchait pas que, entre mère et fils, entre Vovô et papa, il n'y ait pas eu de contact suivi. Les relations postales étaient longues à l'époque car le courrier n'était acheminé que par bateau. L'avion n'avait pas encore pris le relais. Il n'y avait pas de transport aérien, et donc pas de courrier par cette voie. Il n'empêche que le courrier arrivait au destinataire après de longues semaines, et qu'on ne se sentait pas coupé. Ce n'est que petit à petit que les premières enveloppes marquées de par avion commencent à parvenir en Afrique, que le télégramme commence à fonctionner, suivi par le fax beaucoup plus tard et qui l'eût cru, de cet intermédiaire qui nous paraît déjà si naturel, Internet. Durant les quelques années passées à Porto Novo, je suis devenu un autre petit garçon. Je ressens désormais ma différence avec la vie ambiante. Je vois bien que mon environnement familial n'a rien à voir avec celui que j'affronte à l'extérieur, que les enfants de mon âge rencontrés dans la rue ne se comportent pas comme moi et font des choses qui me sont interdites comme faire pipi contre un mur, grimper sur un arbre, manger dehors ou crier ou parler fort dans la rue. Je sens que je viens d'ailleurs, et pourtant, j'aurais bien voulu faire comme mes compagnons d'âge, me laisser aller à mouiller ma chemise par des gambades de gamins, essayer de monter sur des arbres qui se trouvent sur mon chemin. Mon enfance est perturbée par ce dédoublement. Avec ceux de mon âge, je dois faire comme eux. À la maison où je vis avec des adultes, la règle est différente.
Lorsqu'un jour ma grand-mère m'apprend que j'allais voyager et rencontrer mon père au pays des Blancs Olu-Oyibo, au-delà de la mer, que j'allais prendre un bateau pour m'y rendre, je n'imagine pas la dimension du voyage. Le gamin que je suis ne sait rien de la France. La mer n'est pour lui qu'une grande lagune, comme celle qu'il a traversée il y a quelques années avec sa marraine qui l'avait amené de Cotonou à Porto Novo, celle où il avait vu parfois des pirogues glisser sur l'eau. C'était comme un rêve. Vovo et mes tantes, surtout ma marraine, s'occupent des préparatifs de départ. Moi, je m'étonne de ces grands bâtiments où de bureau en bureau, on échange des papiers. Ici un fonctionnaire qui me noircit le bout des doigts pour les appliquer sur du papier, là un autre qui me hisse sur une bascule et me place ensuite sous une toise pour me mesurer. Une autre fois, vêtue d'un beau costume de marin avec le béret, je suis présentée dans une salle pour être pris en photo. Je suis très impressionnée. Durant ces semaines qui précédent le grand événement, Vovo fait remplir une valise d'effets neufs, de petits sacs, de boîtes et de toutes sortes de choses. Et le jour J arrive, un matin du mois d'avril de l'année 1930. Une rafale d'accolades avec tous les membres de la famille m'étouffe presque, avec plein de recommandations venant de ci de là. Nitou, tu resteras sage pendant ton voyage, hein? Nitou, il faudra obéir aux personnes âgées, hein? Etc. Et ma marraine m'emmène vers ma nouvelle destinée. Départ. Voici l'aube d'une journée qui promet d'être comme les autres car le soleil brille à l'horizon par ses rayons qui nous font cligner des yeux. Un vent léger semble nous pousser vers l'embarcadère. Nous rencontrons peu de personnes dans les rues habituellement très animées par les voix des femmes se rendant au marché, ou les bruits provenant des cases, ceux des pilons qui plongent régulièrement sur les grains entassés dans les mortiers. Il y a des vols d'oiseaux dans le ciel, de petits oiseaux brillants comme du fer blanc et ce sont ces petits cris perçants qui m'animent, me poussent en avant, me rendent impatient de ce qui va m'arriver, comme si la journée allait être pleine de merveilles ainsi que les jours suivants. On m'avait tellement parlé de cette Olu-Oyibo, ce pays des Blancs. Nous descendons sur une longue bande grise bordant l'eau de la lagune, et nous apercevons déjà des pirogues au bord de l'eau en attente des voyageurs. Une d'entre elles est prête à partir et elle n'attend, semble-t-il, que nous pour compléter le nombre de ces voyageurs. 2 hommes nous aident à entrer d'abord les 2 valises que nous avons emportées, puis, nous prenant les mains, nous font escalader le rebord de la pirogue et nous nous retrouvons assis sur un des bancs alignés de bord à bord, où se trouvent déjà assises des personnes, la plupart des femmes dont certaines tiennent leur bébé dans les bras. J'écoute avec une attention furieuse tous les bruits, les cris, les paroles qui résonnent autour de moi, du fait que je ne comprends pas le langage des hommes qui s'envoient des élucubrations qui semblent être pour moi des engueulades réciproques, alors que c'est leur façon naturelle de parler, je m'en apercevrai plus tard. Puis doucement, je sens la coque de l'embarcation se soulever, se rabaisser, m'aperçois que de petites vagues montent et s'appuient longuement sur la proue. C'est le départ. Après quelques heures, nous nous retrouvons sur un autre quai. Je me crois déjà arrivé en France. Il fait plutôt bon, et les gens autour de moi sont pour l'essentiel de la même couleur. Où sont donc les Oyibo dont on m'avait tant parlé? L'endroit paraît plus désertique encore que Porto Novo. J'en fais la remarque à ma marraine. Ticia, ça y est, on est en France? Ma marraine me rassure vite et m'explique qu'elle allait me confier à un monsieur qui part aussi pour la France, avec 2 petites filles un peu plus âgées que moi. C'est monsieur Vasseur, un instituteur français. Il part en congé avec les filles d'un autre instituteur dahoméen, monsieur Paul Azoumé. Ces filles s'appellent Cécile et Laure et doivent entrer en pension en France. Mon père, qui n'avait cessé d'être en correspondance avec ses collègues et amis dahoméens, avait appris que son ami partait en vacances en France et avait saisi l'occasion pour que son fils lui soit aussi confié. Pour la seconde fois, j'éprouve une grande coupure. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.